Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de Vera Menchik, donc pour les plus gros aficionados de la chaîne ça devrait vous parler parce que c'est une joueuse qui est assez connue, c'est la première joueuse universelle, c'est la première on va dire championne du monde, même si c'était un peu avant l'histoire des championnats du monde formels. Elle est née en 1906 en Russie, elle avait un père qui était tchèque et une mère qui était anglaise et c'est assez important parce qu'elle a eu une carrière un peu entre plusieurs pays. Elle est arrivée au Royaume-Uni dans les années 20. Et c'est une joueuse qui va petit à petit gravir tous les échelons parce qu'elle va pulvériser le plafond de verre, elle va massacrer toutes les autres joueuses du championnat féminin. Elle va arriver dans les tournois de maîtres, à tel point qu'elle va se faire coacher par Maroczy, qui est connu pour l'étau de Maroczy, pour ceux qui diguent un peu les ouvertures, qui sont un peu geeks des ouvertures. C'est un super grand maître de l'époque qui va la coacher parce qu'il voit en elle un potentiel énorme et tous les forts joueurs commencent à reconnaître un potentiel en elle. Mais au début ça n'a pas été facile puisque il y a par exemple une anecdote hyper connue qu'on raconte au tournoi de Carlsbad où il y avait un mec qui s'appelle Albert Becker qui est un peu un second couteau de l'époque, qui n'est pas un mec, qui n'est pas un top player de l'époque mais qui était un espèce de grand maître un peu anonyme, un peu aigri, qui avait dit qu'on créerait le club Vera Menchik pour tous les mecs qui perdraient une partie contre elle en compétition. Or, il se trouve que, ironie de l'histoire à ce tournoi de Carlsbad, le premier mec qui va perdre une partie contre Vera Menchik, vous vous en doutez, parce que c'est succulent, c'est lui qui va perdre en premier, qui va être le premier membre de ce club qu'il a prétendu créer. Tout ça parce qu'il partait du principe que les femmes n'étaient pas capables de rivaliser avec les hommes dans les catégories internationales des gros tournois de l'époque. Et en fait, elle va pousser le truc tellement loin qu'à la fin de cette histoire-là, le club Vera Menchik, c'est devenu une espèce de blague informelle entre tous les joueurs du circuit, elle comprise. Et à la fin, on comptait Max Euwe, par exemple, qui est champion du monde après la Seconde Guerre mondiale, le joueur hollandais. On comptait plusieurs champions du monde, plusieurs grands maîtres, des nuls contre tous les champions du monde, des victoires contre tous les grands maîtres possibles. En fait, c'était devenu la première joueuse établie du sérail. Et c'était la première figure féminine à complètement émerger et pulvériser les records de l'époque. Alors, c'est pas forcément pour son style, parce qu'elle a un style assez positionnel, assez plat, et c'est un peu ce sur quoi se basait ce Becker et d'autres joueurs de l'époque pour dire qu'elle avait un style plutôt féminin, plutôt doux, plutôt tranquille, etc. Ce qui est un peu l'inverse de ce que Polgar a montré 50 ans plus tard. Et on reviendra évidemment sur les figures féminines qui ont suivi, parce qu'on pourrait penser à Gaprinashvili ou à Judith Polgar, par exemple, avec un style beaucoup plus enflammée, quoi. Mais elle a quand même un style particulier parce que c'est quelque chose qu'on revoit arriver aujourd'hui avec des échecs très positionnels, très fins en fait. Mais elle était capable aussi de jouer de manière très agressive, c'est ce qu'on va voir avec un exemple particulier puisque dans sa carrière, elle a eu une rivalité avec une joueuse qui s'appelait Sonia Graf, qui est une figure, ça mériterait un film cette rivalité, puisque c'était une femme complètement aussi en avance par rapport à son temps. C'était on va dire la numéro 2, c'était une joueuse allemande qui avait fui le régime nazi. Et les deux ont entretenu une rivalité énorme, elles ont joué plusieurs championnats du monde. Et Sonia Graf n'a jamais réussi à battre Vera Menchik en championnat, à lui ravir la couronne. Mais elles ont fait plusieurs parties passionnantes, dont celle qu'on va voir aujourd'hui, qui s'est jouée en 1937. Et c'est aussi une partie qui est à la fin de la carrière de Vera Menchik, puisqu'elle va mourir d'une manière hyper tragique en 1944 à cause des bombardements nazis sur l'Angleterre et sur Londres. Et elle va perdre donc, elle va mourir dans ces conditions-là avec sa sœur, sa mère. Et il se trouve que c'est une tragédie absolue pour les échecs féminins mondiaux, puisque sa sœur était également une joueuse d'échecs et une bonne joueuse d'échecs. Et en fait, les deux vont pas survivre à ces bombardements-là. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter cette partie qui illustre un peu cette rivalité. On reparlera, je pense, de Sonia Graf dans un épisode futur. Mais vous allez voir qu'il y avait beaucoup à dire sur les échecs féminins à l'époque et qu'elles étaient très en avance sur leur temps. On va donc passer à l'analyse de la partie entre Vera Menchik et Sonia Graf, donc c'est un rival de toujours. C'est une anglaise au départ, C4, E6, et en fait elle transpose dans un gambit-dame, donc ça c'était l'ouverture la plus en vogue à l'époque. Et vous allez voir que même si c'est une ouverture qui, là, on dirait que ça chemine vers un milieu de partie assez tranquille, en fait la partie va devenir complètement sauvage très rapidement, puisque dans cette position il y a déjà un moment clé, on est au 8e coup et les blancs poussent E4. Quand elle pousse E4 Vera Menchik avec les blancs, elle est en train d'établir une domination au centre. Et si les noirs ne font pas attention, en fait, ce qui va se passer, c'est que les blancs vont pousser E5, ils vont avoir beaucoup de jeux sur le roi, puisque ça va ouvrir une diagonale sur le petit roc. Le cavalier en F6 sera plus là pour défendre le roi, il va être obligé de reculer. Et donc, c'est des structures assez forcées, ce genre de truc-là. Les noirs n'ont pas le choix, ils doivent prendre en E4, cavalier prend. Et après l'échange, les noirs ont joué un coup naturel, ils ont joué cavalier F6, qui gagne un tempo sur le fou E4, et qui ramène une pièce à la défense du roi. Évidemment, les blancs veulent garder ce fou et la paire de fous en général, mais surtout le fou E4 qui regarde vers le roi. Donc elle joue fou C2. Et là, on assiste à un moment assez important déjà dans le milieu de jeu, puisque les noirs poussent C5 pour essayer de faire sauter le centre des blancs, encore une fois.
et après C5, pion prend C5, dame A5 pour essayer de récupérer le pion en gardant les pièces, fou E3, fou prend C5, fou D2 gagne un temps sur la dame C7 et fou C3. Et là, il faudrait qu'on fasse une pause et qu'on regarde cette position et que vous essayez de vous mettre dans la peau des blancs, donc de Vera Menchik, et de vous dire quelle est la manœuvre qu'elle vient de faire, c'est-à-dire fou E3, fou D2, fou C3. Quel est l'intérêt de cette manœuvre? En fait, si on regarde bien ici la position des blancs, on peut voir qu'elle a braqué les deux fous, c'est-à-dire le fou C3 et le fou C2 sur le petit roc des noirs, et qu'au moment où on parle, il n'y a que le cavalier F6 qui défend le petit roc des noirs, en fait, il y a comme pièce mineure. Et donc ça va forcer plus ou moins le prochain coup des noirs, c'est-à-dire fou E7, puisque le cavalier ne pouvait pas partir sur une case intéressante, c'est-à-dire E4 ou D5. Et donc après le prochain coup fou E7, on arrive à un moment où il faut continuer à presser avec les blancs et à poser des problèmes concrets aux noirs. Et ça passe souvent par des petits coups qui sont compliqués à voir au début, peut-être pour les débutants, ce genre de moment-là. C'est le moment où il ne faut pas craquer, il faut aller vers des petits coups qui améliorent la position et qui rajoutent de la pression sans avoir l'air de rajouter de la pression sur le roi des noirs. Et donc là, il y a plusieurs coups candidats. Elle a joué dame E2. Dame E2, c'est un coup qui dégage la dame de la colonne puisque les noirs vont jouer tour D8 au coup suivant, vous voyez. Les noirs, ils vont jouer tour D8, ils vont attaquer la dame D1, elle va devoir partir de toute manière. Donc dame E2, c'est un bon coup de prophylaxie contre ça. Ça protège le pion C4 qui était en prise. Et peut-être parfois, ça regarde la case E4 pour aller menacer mat quand ce cavalier disparaît. Donc maintenant, on commence à avoir des idées, par exemple, de échanger le cavalier en F6 avec la flèche que je vous mets là, et ensuite dame E4 pour aller menacer mat. Les noirs ont joué B6 parce qu'ils ont un problème, les noirs, dans cette position, c'est ce mauvais fou en C8, qui est le mauvais fou qu'on retrouve dans plein d'ouvertures classiques, on va dire, c'est-à-dire le gambit dame, la française. Qu'est-ce qu'on fait du fou C8 avec les noirs? Donc elle essaye de jouer B6 pour le sortir sur la grande diagonale. Et là, pareil, il y a aussi un petit piège. C'est-à-dire que la joueuse qui a les noirs, Sonia Graf, c'était une joueuse très tactique, très dangereuse et très pointue tactiquement. Et en fait, ici, c'est un petit piège parce que c'est un appel, en gros, pour que les blancs se plantent et jouent, par exemple, fou prend F6 dans la position en se disant je donne ma paire de fous pour jouer dame E4 qui fera une fourchette en menaçant. Mat en H7 et la tour en A8. Sauf qu'en fait, cette séquence-là, elle peut rapidement backfire et se retourner contre les blancs puisqu'il y aurait le coup G6. Et quand on vient chercher la tour en A8, en fait, notre dame, elle se retrouve enfermée à cause de fou B7, justement. Dame prend A7 et tour A8. Et donc ça, c'est évidemment des trucs que les deux ont vu dans leur tête et évidemment, elles ne sont pas tombées dans le panneau sur l'échiquier. Mais sur B6, il faut être attentif dans ce genre de position avec les blancs parce qu'on a l'impression que tout va bien, qu'on a un avantage d'espace et qu'on a un peu de jeu sur le roi. Et en fait, ça peut très rapidement s'éteindre, en fait, cette initiative. À la place, Menchik, elle a joué un coup qui est plus intéressant. Elle a joué cavalier G5, qui est un coup thématique, évidemment, pour mettre la pression sur le roi des noirs. Les noirs ont joué G6 pour fermer la diagonale du fou C2, ici. Et là, en fait, il y a une idée qui était associée au coup cavalier G5 précédent de Vera Menchik. Son idée, c'était quoi? C'était de jouer dame F3, qui est un coup qui fait très peur, parce que ça gagne un temps sur la tour en A8 et ça prépare la bascule de la dame sur le côté roi, sur la colonne H, via la case H3, avec une idée très concrète ensuite, c'est-à-dire d'enlever le défenseur du mat en H7 et d'aller mater avec la dame en H7. Donc dame F3, fou B7, dame H3 menace mat. Et là, déjà, on a un moment assez dangereux, en fait. Parce que là, maintenant, la menace que les blancs ont sur le petit roi des noirs, c'est sur le petit roc des noirs, c'est hyper concret. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire pour défendre la case H7? Soit les noirs vont jouer E5 pour fermer cette diagonale et éviter que les blancs ne prennent le cavalier en F6 qui défend le mat. Mais s'ils jouent E5, en fait, ça va donner des idées aux blancs peut-être plus tard de jouer avec F4 pour essayer de faire des courants d'air et de ramener la tour en plus et de forcer l'ouverture de cette diagonale et de commencer à viser le roi des noirs. Donc E5, c'est pas un coup qu'on a vraiment envie de jouer dans la position. Il y a d'autres coups en fait ici à disposition. Il y a le coup cavalier H5. Et cavalier H5, c'est peut-être un coup qui vous a effleuré l'esprit à certains d'entre vous. Mais je vous laisse mettre pause et chercher la réfutation immédiate du coup parce qu'elle est assez élégante. Mais cavalier H5, c'est un coup où on sent spontanément avec les blancs qu'il y a quelque chose qui cloche dans cette position. Cavalier H5, ceux qui ont trouvé la réfutation, je vous félicite parce que c'est un motif tactique qui est assez rare, qui est assez esthétique. En fait, ici, les blancs peuvent juste jouer dame prend H5, et après pion prend, fou prend H7, et mat. Tout ça parce qu'on a réussi à ouvrir cette diagonale. En fait, on a les deux fous qui sont vraiment hyper sharp sur la diagonale et qui sont en train d'encercler le roi noir qui n'a pas d'espace du tout. Donc, pour revenir à cette position-là sur dame H3, en fait, c'est important pour les noirs de trouver un coup qui tienne et qui ne donne pas tout de suite de point d'accro au blanc. Donc E5, on a dit, c'est peut-être mieux que cavalier H5, mais c'est pas terrible. Cavalier H5, c'est dame prend H5 et c'est mat quasiment immédiat. Donc Sonia Graf, avec les noirs, elle a joué H5. Et H5, c'est un coup qu'on n'a pas trop envie de jouer, parce qu'en termes de principe, on sait qu'il ne faut pas trop toucher les pions devant le roi. On sait que quand on est obligé de bouger les pions devant le roc, c'est qu'on est en train de faire des concessions.
Et là, évidemment, en fait, ça est en train de créer des courants d'air énormes devant le roi. Et en fait, la fin de la partie arrive très très vite, puisque avec les noirs, elle aimait bien, donc, comme je vous ai dit, prendre des risques et chercher des complications, mais parfois elle se perdait un peu en chemin. Vera Menchik ici a joué un coup très naturel, elle a joué tour D1, elle centralise la tour sur la colonne ouverte, et évidemment quand on joue ça, le coup spontané qu'on a envie de jouer avec les noirs, c'est tour D8 qui conteste la colonne, et les deux joueurs ou joueuses ont mis une tour sur la colonne, s'apprêtent à échanger des pièces et tout va bien. En fait ici elle a voulu un peu maliner, essayer de chercher des complications, elle a joué cavalier G4. Cavalier G4, son idée, ça se comprend, c'est assez intéressant, c'est-à-dire que c'est mettre ce cavalier en prise et provoquer des échanges, et en même temps, c'est un petit piège qu'elle tend à Vera Menchik avec les blancs, puisqu'elle lui dit, si tu essayes de refaire la même manœuvre de mat que ce que tu avais vu précédemment, c'est-à-dire dame prend H5, avec toujours l'idée que si ce pion prend, on a le mat en 1 là-bas qui apparaît, en fait maintenant, il y a, j'ai fait n'importe quoi avec les flèches, j'espère que ça ne vous aura pas perdu en chemin, mais si les blancs jouent dame prend H5, il y a une petite subtilité, il y a ce qu'on appelle un coup intermédiaire qui apparaît, et c'était un peu la pointe sur laquelle comptait la joueuse noire, c'est-à-dire qu'elle comptait sur le coup dame prend H2, qui est très joli, qui permet de forcer un échange de dames, et on sait qu'un échange de dames, quand on est en train d'attaquer, d'avoir une attaque de mat, une grosse pression sur le roi de l'adversaire, c'est une très mauvaise nouvelle pour le camp qui attaque, et donc après dame prend H2, il y aurait dame prend, cavalier prend, roi prend et fou prend. Et là, cette position-là, ce serait une finale à jouer, où en fait, il n'y a plus du tout de traces d'avantage pour les blancs, et tout le plan qu'avait fait Menchik s'effondre d'un coup, quoi. Donc, ici, le coup cavalier G4, en fait, c'est un coup qui est faussement naïf, entre guillemets, qui tend une espèce de piège tactique au blanc. Mais ce qu'elle a raté, Sonia Graf, c'est que, ok, son idée avec dame prend H2 pour dévier la dame des blancs et forcer un échange de dames, c'est hyper élégant et ça défend bien si les blancs se plantent et prennent un H5, mais les blancs ne sont pas du tout obligés de prendre un H5, en fait, dans la position. Et il se trouve que Vera Menchik avait vu beaucoup plus loin, elle a trouvé une ressource tactique magnifique, c'est-à-dire que là, ça peut vous être utile dans vos parties au quotidien, je pense, cet aspect-là. Quand on a une idée tactique, on a repéré un motif qui est forcé, une ligne assez forçante, comme le sacrifice de dame dont on a parlé 2 fois pour l'instant, c'est important de le vérifier à tous les coups, d'essayer de le faire marcher dans d'autres contextes, en fait, et de voir quels sont les motifs tactiques qui nous empêchent de le faire marcher pour voir si on peut forcer les choses. Et là, en fait, on voit que dame prend H5, on a dit que ça se heurte à dame prend H2 qui sacrifie temporairement une pièce pour la récupérer par la suite et forcer une finale. Donc si la dame n'était plus en C7 et menaçait plus dame prend H2, on aurait en fait la combinaison avec dame prend H5 qui mate dans la foulée sans aucun problème. Et donc, vous pouvez encore une fois mettre pause et essayer de trouver le coup gagnant dans cette opposition-là, mais il y a un coup magnifique pour les blancs qui permet de dévier la dame des noirs, et c'est pour ça que les noirs auraient dû contester la colonne, et si ça peut vous servir de preuve que c'est un principe qu'il faut tout le temps contester la colonne de l'adversaire, tant mieux. Ici, le problème, c'est que les blancs disposent de tour D7, en fait. Et tour D7, ça ravage complètement la position des noirs. Pourquoi? Parce que maintenant, la dame en C7 va être obligée de partir de là où elle est. Et en fait, le sacrifice ne peut pas vraiment être refusé, puisque la tour, elle attaque 65 pièces en même temps dans le camp des noirs, en fait. Donc, je pense que Sonia Graf ne s'attendait pas du tout à ce coup-là. Et en fait, après tour D7, la partie est finie, puisque quand les noirs croquent la tour en D7, maintenant qu'il n'y a plus ces moyens de forcer un échange de dames là-bas, eh en fait, le coup dame prend H5, il est létal maintenant dans la position, parce que ça menace mat ici, mat là-bas, et si les noirs acceptent le sacrifice, mat comme ça. Et donc la partie s'est arrêtée sur tour D7, qui est un coup magnifique dans la position. Il y aurait peut-être une petite variante à calculer juste pour s'en assurer, c'est-à-dire que si les noirs essaient de jouer la même chose que ce qu'on a évoqué précédemment de dame prend H2 pour forcer un échange de dames et se dire au moins je me fais pas mater, en fait après dame prend, cavalier prend, mais en fait, le problème des noirs dans cette position, c'est que les blancs vont commencer à collecter les pièces dans le camp des noirs, ils vont jouer tour prend fou E7, et si les noirs font de même en prenant en F1, en fait, on va juste choper l'autre fou en B7, et la pointe, c'est que ce cavalier en F1, il ne ressort pas. Et donc, on aura 3 pièces en tout pour une tour. 3 pièces, ça vaut bien plus qu'une tour. Et donc, c'est pour ça que dans cette position-là, après tour D7, les noirs ont abandonné, et que Vera Menchik a transformé cette position qui était assez complexe avec l'attaque sur le roi, mais rien de concret, en avantage décisif et en gain avec une pointe tactique magnifique. Et en même temps, c'est un beau pied de nez à Becker dont on a parlé tout à l'heure, puisqu'il associait son style à un style un peu féminin, pas un style très doux, comme quoi elle fuirait les complications tactiques et tout. En fait, elle a généré une attaque monstrueuse sur le roi des noirs et elle a trouvé la pointe tour D7 qui est un coup létal dans la position et qui, j'espère, vous aura inspiré pour vos propres parties.